Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo où nous plongeons ensemble dans l'un des mythes les plus fascinants et terrifiants qui soit, celui des loups-garous. Des créatures mi-homme, mi-loup ont traversé les siècles, les cultures et les frontières et continuent aujourd'hui encore d'alimenter nos peurs et notre imagination. Dans cette vidéo, nous allons explorer plusieurs aspects essentiels du mythe des loups-garous et vous ne voudrez pas en manquer une miette. Nous commencerons par un voyage dans l'histoire et les origines de cette légende, en découvrant comment les croyances ont évolué à travers les âges. Puis, nous analyserons le fameux procès de loup-garou au Moyen-Âge, un chapitre aussi terrifiant qu'intrigant de notre histoire. Ensuite, nous partirons à la rencontre des histoires les plus célèbres, de Peter Strumpf à d'autres cas de lycanthropie, pour comprendre pourquoi certains ont été accusés de se transformer en ces créatures monstrueuses. Et bien sûr, nous ne pourrons pas passer à côté des Dogman, aux États-Unis et en France, ces mystérieuses créatures qui défraient la chronique aujourd'hui encore. Enfin, pas qu'aux États-Unis et en France, il y en aurait des cas dans de nombreux pays à travers le globe. Mais ce n'est pas tout. Nous verrons aussi comment les loups-garous ont traversé la culture pop, du cinéma aux séries, en passant par les jeux vidéo, et comment ils continuent de fasciner des générations modernes. Alors, si vous aimez les histoires de créatures surnaturelles, les légendes effrayantes et les mystères non résolus, restez bien avec nous jusqu'à la fin, car vous allez voir, le sujet sera passionnant. Et je tiens à préciser, cette vidéo a été faite en collaboration avec Amenti, qui est une chaîne sur les disparitions et le true crime, et vous trouverez le lien de sa chaîne dans la description. Merci à elle d'avoir collaboré avec moi sur cette vidéo. Alors, prêt à entrer dans l'univers mystérieux des loups-garous ? C'est parti. Le terme loup-garou est issu de deux racines. Loup, qui fait référence à l'animal sauvage redouté dans de nombreuses cultures, et garou, un mot ancien venant du francique ver, homme, et wolf, loup, signifiant littéralement homme-loup. Cette créature mythologique, présente dans divers folklores du monde entier, suscite fascination et crainte depuis des siècles. Mais qu'est-ce qu'un loup-garou ? À quoi ressemble-t-il ? Et pourquoi cette figure est-elle si emblématique des récits fantastiques ? Un loup-garou est, selon les légendes, un être humain qui possède la capacité de se transformer en loup, généralement sous l'effet de circonstances particulières. La malédiction, un pacte avec le diable ou encore l'influence de la pleine lune, un motif récurrent dans les croyances modernes. Cette transformation est souvent perçue comme une punition divine, une malédiction héritée ou encore une maladie mystique, la lycanthropie. Une fois métamorphosé, le loup-garou devient une créature sauvage, dotée d'une force prodigieuse et d'un appétit insatiable pour la chair humaine. Il se distingue des loups ordinaires par son intelligence, sa cruauté et sa capacité à reprendre une apparence humaine après ses forfaits nocturnes. Cette dualité, homme le jour, monstre la nuit, a profondément marqué les esprits et est devenue une métaphore des luttes intérieures et des instincts primaires que l'être humain tente de contenir. L'origine exacte du mythe est difficile à déterminer, car des récits similaires apparaissent dans de nombreuses cultures à des époques variées. Dans la mythologie grecque, on trouve la légende de Lycaon, un roi qui aurait servi de la chair humaine au dieu Zeus. En guise de punition, Zeus le transforma, lui et ses fils, en loups. Ce récit ancien, mentionné par des auteurs comme Ovide dans ses Métamorphoses, pourrait être l'une des premières mentions d'un homme loup. Plus à l'est, dans le folklore nordique, des récits comme la saga des Volsungs relatent des histoires de transformation en loup grâce à des peaux enchantées. Ces contes montrent que l'idée qu'un homme se changeant en loup dépasse largement les frontières géographiques et temporelles. Il s'agit d'un archétype universel. Selon les légendes, la transformation en loup-garou n'est pas anodine. Elle peut survenir de différentes façons, par la malédiction ou un sort. Dans de nombreuses histoires, le loup-garou est maudit par un dieu ou une entité mystique, souvent en punition de ses actes. Elle peut également survenir par la morsure ou l'attaque d'un autre loup-garou. Cette idée, popularisée par les récits modernes, repose sur le concept de contamination. Une personne mordue ou griffée par un loup-garou peut, à son tour,
en devenir un. Il y a également par le port d'un objet magique. Certains récits parlent de ceintures, peaux ou amulettes capables de donner au porteur les pouvoirs et l'apparence d'un loup. Et il y a également les rituels occultes ou des pactes démoniaques. Il est parfois dit que des individus, en échange de pouvoirs surnaturels, concluent un pacte avec le diable pour devenir des loups-garous. Le loup-garou est souvent perçu comme une métaphore de l'animalité qui réside en chaque être humain. Il représente la lutte entre la raison et l'instinct, entre la civilisation et la sauvagerie. Dans un monde régi par des règles sociales strictes, l'idée qu'un individu puisse se libérer de ses contraintes pour céder à ses instincts les plus primaires était aussi fascinante que terrifiante. Le loup-garou est également lié à des thématiques de marginalisation et de la peur de l'autre. Dans certaines cultures, les individus soupçonnés de lycanthropie étaient souvent des étrangers, des ermites ou des personnes considérées comme différentes, des sorcières, des guérisseurs ou des marginaux. Leur exclusion de la société les rendait propices à être accusés de lycanthropie ou de sorcellerie. Le loup-garou peut prendre diverses formes selon les cultures. Dans certains récits, il est une bête imposante, ressemblant davantage à un loup gigantesque. Dans d'autres, il conserve des traits humains, devenant une créature hybride à la fois homme et loup. Cette diversité reflète la richesse des traditions locales et les variations dans la perception des loups. Si le loup-garou appartient avant tout au domaine du mythe, certains scientifiques ont cherché des explications rationnelles à ce phénomène. Ils l'ont lié à des maladies comme la lycanthropie clinique, un trouble psychiatrique rare où le patient croit sincèrement être un animal, ou encore à l'hypertrichose, une affection génétique provoquant une pilosité excessive, donnant un aspect bestial à ceux qui en souffrent. Le loup-garou est bien plus qu'un simple monstre de légende. Il est un reflet des peurs, des espoirs et des instincts les plus profonds de l'humanité. Entre histoire et mythe, cette créature continue de captiver les esprits et d'alimenter les esprits modernes. Et comme on l'a vu, le mythe des loups-garous n'a pas surgi nulle part. Il puise ses racines dans l'histoire humaine, des récits mythologiques et des traditions folkloriques. Cette créature fantastique incarne les peurs collectives des sociétés anciennes, peur de la nuit, des prédateurs et surtout la peur de l'inconnu. Mais au-delà du mythe, certaines pratiques, croyances ainsi que certains événements historiques ont contribué à ancrer l'idée du loup-garou dans l'imaginaire collectif. L'idée de métamorphose animale remonte à des milliers d'années, et ce n'est pas propre aux loups. Cependant, dans les régions d'Europe, où les loups étaient des prédateurs redoutés, ils sont devenus la figure centrale de ces histoires. Les récits les plus anciens se trouvent dans les mythologies grecques et romaines. Les Grecs anciens croyaient que certaines pratiques religieuses impliquaient des transformations en loups. Le mont Lycaon en Arcadie était réputé pour des cérémonies où des participants, après avoir consommé de la chair animale crue, étaient censés se transformer en loup pendant 9 ans avant de retrouver leur humanité, à condition de ne pas manger d'humains durant cette période. Chez les Romains, des récits similaires circulent. Ils évoquaient des sorciers capables de se transformer en loups, souvent pour semer la terreur parmi les villages. Cette idée s'est diffusée avec l'expansion de l'Empire romain et a influencé d'autres cultures européennes. Le Moyen-Âge est une période clé dans la consolidation du mythe du loup-garou. À cette époque, l'Europe est marquée par une peur omniprésente de la sorcellerie et des forces surnaturelles. Le loup-garou devient une figure liée à la sorcellerie et à la malédiction. Pendant cette période, les loups étaient des prédateurs très présents en Europe. Ils représentaient un danger tangible, en particulier pour les paysans, dont les troupeaux étaient souvent attaqués. Les hurlements des loups, durant les longues nuits d'hiver, symbolisaient une menace constante. Et cette peur fut amplifiée par les croyances religieuses. Entre le XVIe et le XVIIe siècle, des centaines de procès de loups-garous furent enregistrés, principalement en France, en Allemagne et en Suisse. Ces procès étaient souvent similaires à ceux des sorcières. Des individus, accusés de se transformer en loups pour tuer des enfants ou encore du bétail, étaient jugés, torturés et exécutés.
L'un des cas les plus célèbres est celui de Gilles Garnier, surnommé le loup-garou de Dole, accusé en 1573 d'avoir tué plusieurs enfants. Et nous reviendrons plus tard sur ce cas dans la vidéo. Le procès illustre comment les loups-garous sont devenus un symbole des peurs collectives liées à la marginalité, à la sorcellerie et à la transgression des normes sociales. Mais le concept de l'homme-loup n'est pas limité à l'Europe. Des histoires similaires existent dans de nombreuses cultures, chacune avec ses particularités. En Scandinavie, les sagas nordiques, comme la saga des Volsung, racontent des histoires de guerriers capables de se transformer en loups en portant des peaux magiques. Ces berserkers, des guerriers enragés, étaient redoutés pour leur férocité et leur connexion avec les animaux sauvages. En Afrique et en Asie, dans certaines régions, on parle de sorciers capables de se transformer en hyène, une variante du mythe du loup-garou. Et en Asie, les récits évoquent des transformations en tigre ou en léopard. Et enfin, en Amérique latine, le folklore sud-américain inclut le mythe du louison, une créature mi-homme, mi-loup, associée à la mort et au cimetière. Ce mythe trouve ses origines dans le mélange des traditions européennes et des croyances locales. Ces variations montrent comment chaque culture a adapté le concept de la métamorphose animale à ses propres peurs et ses symboliques. À partir du XVIIe siècle, avec l'essor de la science et des Lumières, les croyances populaires autour des loups-garous commencèrent à être remises en question. Des médecins et des philosophes tentèrent d'expliquer rationnellement ces récits. Les interprétations médicales. Certains cas historiques de lycanthropie ont été expliqués par des maladies mentales. La lycanthropie clinique est un trouble psychiatrique rare dans lequel une personne croit sincèrement être un loup ou un autre animal. Au XVIIIe siècle, les récits de loups-garous devinrent une source d'inspiration pour la littérature gothique et les contes populaires. Des écrivains comme Charles Perrault, avec Le Petit Chaperon Rouge, popularisent l'idée d'un loup anthropomorphe. Le loup-garou, en tant que créature mythique, n'a pas de définition universelle. Sa représentation varie profondément selon les cultures, les époques et les contextes géographiques. En Europe, où le loup-garou est sans doute le plus populaire, il incarne un mélange de peur, de fascination et de symbolique religieuse. Le loup, omniprésent dans les forêts européennes, a toujours été à la fois admiré par sa force et redouté par sa voracité. Au Moyen-Âge, le loup-garou était souvent lié au concept de malédiction et de punition divine. Dans cette période, dominée par l'Église, la métamorphose en loup était perçue comme une conséquence des péchés. Des récits parlaient d'hommes transformés en loups pour avoir commis des actes immoraux, meurtre, cannibalisme ou pacte avec le diable. Nous allons maintenant revenir au fameux procès pour lycanthropie dont je vous parlais juste avant. Ça constitue un témoignage saisissant des peurs collectives qui ont marqué les sociétés européennes. Durant cette période, le mythe du loup-garou étroitement lié à la sorcellerie a alimenté de nombreuses accusations, souvent accompagnées de jugements terribles et de récits fantastiques. Les procès pour lycanthropie s'inscrivaient dans un contexte social et religieux troublé. Les communautés rurales où le loup était un prédateur réel et menaçant étaient le théâtre principal de ces accusations. À cette époque, les loups attaquaient parfois le bétail et même, dans des cas extrêmes, les humains, exacerbant la peur et les tensions. Le loup-garou ou garou était perçu comme un individu capable de se transformer en loup pour commettre ses atrocités, meurtres, enlèvements, voire cannibalisme. Cette croyance s'insérait dans un cadre religieux où tout écart par rapport à la norme chrétienne pouvait être interprété comme une marque de possession démoniaque ou de pacte avec le diable. Plusieurs affaires célèbres de lycanthropie ont marqué l'histoire française. Ces procès largement documentés par les chroniqueurs de l'époque montrent la diversité des accusations et des récits entourant ces supposés loups-garous. Je vais donc revenir sur le cas déjà de Gilles Garnier, qui est l'un des procès les plus célèbres, surnommé le loup-garou de Dole. Ce récit se déroule en 1573, dans la région de Franche-Comté. Plusieurs enfants furent retrouvés morts, mutilés, dans des conditions atroces. Gilles Garnier, un ermite vivant à l'écart de la société, fut rapidement désigné comme suspect. À l'époque, qu'on était un petit peu marginal, un petit peu différent, on était très vite jugé, des choses qu'on n'en a pas forcément commises, comme c'était le cas des fameux procès des sorcières. Lors de son procès, Garnier avoua, sous évidemment la torture, qu'il avait reçu un objet magique lui permettant de se transformer en loup.
Sous cette forme, il aurait attaqué des enfants pour les dévorer, avouant des crimes qui mêlaient réalité et imagination. Il a été condamné pour sorcellerie et meurtre, et il fut brûlé vif sur la place publique. Une autre affaire célèbre est celle des loups de Poligny en 1521. 3 hommes, Pierre Bourgault, Michel Verdun et Philibert Monteau, furent accusés de lycanthropie après une série de disparitions et de meurtres dans la région. Selon les actes du procès, les accusés auraient avoué, sous la torture, avoir passé un pacte avec le diable et s'être transformés en loups pour satisfaire leurs pulsions criminelles. Ces confessions, bien qu'extrêmement suspectes en raison des pratiques d'interrogatoire, furent considérées comme des preuves irréfutables et les 3 hommes furent exécutés. Les procès pour lycanthropie en France suivaient souvent un schéma prévisible, similaire à ceux des procès en sorcellerie. Une série de disparitions ou de morts violentes, surtout d'enfants ou de jeunes femmes, éveillait rapidement les soupçons. Une fois qu'un suspect était identifié, souvent une personne marginalisée, isolée ou ayant une attitude étrange, il était arrêté. Sous la torture, de nombreux accusés avouent des faits extraordinaires, des pactes avec le diable, des métamorphoses en loup et des meurtres commis sous forme animale. Ces aveux, bien que très probablement extorqués, servaient à légitimer les condamnations. Les sentences étaient généralement sévères, pendaison, décapitation ou, dans les cas de sorcellerie, le bûcher. Les procès pour lycanthropie en France ne reflètent pas seulement une peur des loups ou des créatures surnaturelles, mais également des tensions sociales profondes. Les marginalisés, comme les ermites, les vagabonds ou les personnes mentalement instables, étaient souvent des boucs émissaires dans des sociétés confrontées à des crises, famines, épidémies ou guerres. Ces procès servaient aussi à renforcer l'autorité de l'Église et des institutions judiciaires. En punissant ces monstres, entre guillemets, les autorités démontraient leur pouvoir face aux forces du mal réel ou imaginaire. Avec l'avènement des Lumières, au XVIIIe siècle, les procès pour lycanthropie diminuèrent progressivement. Les récits de transformation en loup furent réinterprétés à la lumière de nouvelles connaissances médicales et psychologiques. La lycanthropie, qui avait été perçue comme un phénomène surnaturel, fut alors associée à des troubles mentaux, comme des délires ou des crises de schizophrénie. La France, à travers ses nombreux procès, a contribué à ancrer durablement le mythe du loup-garou dans l'imaginaire collectif européen. Bien que différente des procès classiques de lycanthropie, la bête du Gévaudan reste une affaire emblématique de la peur des loups et des loups-garous en France. Entre 1764 et 1767, une créature décrite comme un loup gigantesque ou une bête surnaturelle sème la terreur dans les campagnes du Gévaudan, qui est aujourd'hui la Lozère. Plus de 100 attaques furent attribuées à cet animal, même si on peut penser aujourd'hui que les responsables étaient probablement de vrais loups ou une meute particulièrement agressive. L'imaginaire collectif associe rapidement cette créature à un loup-garou. Des récits contemporains mentionnent un homme mystérieux, un chasseur ou un aristocrate qui aurait entraîné et dressé cette bête pour tuer, comme dans le film Le Pacte des loups, nourrissant encore davantage les spéculations et les croyances populaires. Et je vais encore vous parler de l'histoire de Peter Stump. Dans l'Allemagne du XVIe siècle, les histoires de sorcellerie et de créatures monstrueuses étaient monnaie courante, nourries par des superstitions locales et un climat social marqué par la peur et l'instabilité. Et dans ce contexte s'inscrit le cas de Peter Stump, un fermier de Beldburg, près de Cologne, qui fut accusé d'être un loup-garou. Son histoire glaçante et fascinante reste l'un des récits les plus macabres de l'histoire de la lycanthropie. En 1589, la région de Bedburg était en proie à une série de disparitions et de meurtres atroces. Des villageois, des femmes, des enfants et même des animaux domestiques étaient retrouvés mutilés, certains complètement démembrés. Les témoignages évoquaient une créature gigantesque ressemblant à un loup, mais beaucoup plus grand et féroce qu'un animal ordinaire. Ces événements plongeaient les habitants dans une véritable panique. Des battues furent organisées pour retrouver cette bête insaisissable, mais des semaines passèrent sans que la créature ne soit capturée. Très vite, les murmures de sorcellerie
commencèrent à se répandre. Les croyances locales associaient ces horreurs à un homme qui aurait passé un pacte avec le diable pour obtenir le pouvoir de se transformer en loup. Peter Stump, un fermier d'une cinquantaine d'années, était bien connu dans la région. Bien qu'il ne fût pas particulièrement marginal, il semblait vivre une existence solitaire après la mort de sa femme. Ses voisins le décrivaient comme un homme étrange, parfois hostile, mais rien ne le distinguait comme un suspect évident. Pourtant, en octobre 1589, les battues menées par les chasseurs aboutirent à son arrestation. Stump fut accusé d'être la créature responsable des meurtres. Les chasseurs auraient, selon certaines versions, vu un loup qu'ils traquèrent jusqu'à ce qu'il disparaisse mystérieusement, ne laissant derrière lui que Peter Stump. Ce détail, bien qu'impossible à vérifier, renforça les accusations à son encontre. Sous la torture de la roue, une méthode brutale où les membres des condamnés étaient brisés, Stump avoua des crimes terrifiants. Il déclara avoir passé un pacte avec le diable dès son plus jeune âge. En échange de son âme, Satan lui aurait offert une ceinture magique, capable de le transformer en loup. Une fois métamorphosé, il obtient une force et une férocité surhumaine, ainsi qu'une soif insatiable de chair humaine. Il avoua donc avoir dévoré de nombreuses personnes, y compris des enfants, dont son propre fils. Selon ses dires, il aurait éventré certaines de ses jeunes victimes pour consommer leurs entrailles, qu'il considérait comme un mets particulièrement savoureux. Il déclara également avoir maintenu une relation incestueuse avec sa fille et avoir abusé d'autres femmes de la région. Le procès de Peter fut un événement public qui attira une foule immense, et en octobre 1589, il fut condamné à une mort atroce. Les archives décrivent en détail la brutalité de son exécution. Il fut attaché à une roue, et ses membres furent brisés un à un avec un maillet. Sa chair fut ensuite arrachée à l'aide de pinces chauffées au fer rouge avant qu'il ne soit finalement décapité et brûlé sur le bûcher. Sa fille, ainsi que sa maîtresse, étaient également accusées de complicité dans ces crimes. Elles furent étranglées et brûlées à ses côtés. Comme avertissement, une croix fut érigée à Bedburg avec une roue et la tête de Stump placée au sommet. Une mise en garde macabre contre le péché de la sorcellerie. L'histoire de Peter Stump, bien que terrifiante, pose des questions sur sa véracité. Ses aveux obtenus sous la torture sont peu fiables et il est possible qu'il ait été accusé à tort. Certains historiens suggèrent que Stump était un bouc émissaire utilisé pour apaiser les peurs des villageois ou servir les intérêts politiques de l'époque. En effet, la région de Bedburg était alors en pleine guerre de religion et les tensions entre catholiques et protestants étaient élevées. Stump, protestant, aurait pu être victime d'une machination visant à renforcer l'autorité catholique. Le cas de Peter Stump a marqué les esprits en Europe, en grande partie grâce à la diffusion de son procès dans les pamphlets imprimés et traduits dans plusieurs langues. Ces récits, largement exagérés, contribuèrent à propager l'idée que les loups-garous n'étaient pas de simples légendes, mais des réalités tangibles. Aujourd'hui, Stump est souvent cité comme un exemple de la manière dont les peurs collectives et la superstition peuvent conduire à des tragédies humaines. Son histoire, mélange de faits et de fiction, continue de fasciner les chercheurs, les écrivains et les amateurs du mystère, témoignant de l'impact durable des récits de loups-garous sur la culture populaire. Par rapport à d'autres croyances, on pourrait parler des croyances africaines. Les animaux sont souvent des symboles puissants, associés aux esprits ou aux ancêtres. La transformation en animal est perçue comme une fusion avec le monde spirituel, ce qui confère à ces récits une dimension mystique, loin des simples peurs populaires. Et l'Asie propose une interprétation différente des mythes de métamorphose. Les loups sont moins présents dans l'imaginaire collectif de nombreux pays asiatiques, mais d'autres animaux prennent leur place. Dans certaines régions de l'Inde et de la Chine, des récits évoquent des hommes tigres. Comme les loups en Europe, les tigres symbolisent la puissance et la dangerosité. Ces récits sont souvent liés à des chamans ou des sorciers, capables de prendre la forme du tigre pour protéger leur communauté, ou à l'inverse, semer la terreur. Au Japon, les récits de métamorphose se concentrent davantage sur des créatures comme les renards, kitsune ou les tanuki. Ces animaux, doués de pouvoirs magiques, peuvent prendre forme humaine pour jouer des tours ou interagir avec les hommes.
Bien qu'ils ne soient pas liés au loup, ces mythes reflètent une croyance commune en la fluidité entre le monde animal et humain. Dans les Amériques, les mythes de transformation animale sont souvent liés aux traditions chamaniques et spirituelles des peuples autochtones. Dans la culture aztèque et dans certaines communautés indigènes du Mexique, les nahuals sont des sorciers ou des chamans capables de se transformer en animaux, souvent pour protéger ou nuire à leur communauté. Ces transformations sont souvent liées à la magie noire ou à des pactes avec les esprits. Dans la légende des Premières Nations du Canada, le Wendigo est une créature maléfique associée au cannibalisme et à la transformation. Bien qu'il ne s'agisse pas directement du loup-garou, cette figure incarne une peur similaire, celle de perdre son humanité pour devenir un monstre. Les Wendigos sont décrits comme des humains transformés par des actes tabous, comme le meurtre ou la consommation de chair humaine. À travers ces cultures, plusieurs points communs émergent. La transformation est souvent liée à une frontière franchie, un pacte, une malédiction ou un rituel. Les animaux choisis reflètent les peurs et les symboles locaux. Le loup en Europe, la hyène en Afrique, le tigre en Asie. La métamorphose est soit une malédiction, soit une manifestation de pouvoir, selon le contexte. Mais les loups-garous existent-ils vraiment? Les loups-garous, créatures mythiques, capables de se transformer de l'humain au loup, fascinent et intriguent depuis des siècles. La question de leur réalité est au cœur de débats mêlant légende, science, psychologie et croyances populaires. Bien que l'idée d'homme-loup soit enracinée dans les traditions de nombreuses cultures à travers le monde, comme nous l'avons vu dans une première partie, la rationalité moderne nous pousse à analyser cette croyance sous des angles scientifiques, historiques et symboliques. Nous allons explorer la possibilité de leur existence en examinant les preuves, les hypothèses et les explications qui entourent ce mythe. Comme nous l'avons vu, le mythe des loups-garous puise ses racines dans l'histoire de l'humanité. Les récits de métamorphoses humaines en loups-garous ou en bêtes féroces existent depuis l'Antiquité. Les premières légendes pourraient avoir été influencées par l'environnement et la cohabitation difficile entre l'homme et le loup. Dans les sociétés rurales européennes, le loup représentait une menace réelle. Il attaquait les troupeaux et parfois les humains. Les contes populaires exagéraient cette menace en humanisant ces créatures, les dotant d'une intelligence maléfique et surnaturelle. Des maladies comme la rage, qui transforment le comportement des animaux et des humains en provoquant agressivité et bave mousseuse, ont également contribué à forger l'image du loup-garou. Un individu mordu par un animal enragé pouvait rapidement sombrer dans des crises de folie, renforçant l'idée d'une transformation. Sur le plan médical, le terme lycanthropie désigne une rare condition psychologique où une personne croit sincèrement s'être transformée en loup ou en un autre animal. Cette pathologie, documentée par des psychiatres, est souvent associée à des troubles mentaux tels que la schizophrénie ou les troubles bipolaires. Des patients souffrant de lycanthropie clinique rapportent des sensations étranges, poils qui semblent pousser sur leur peau, un changement de voix ou un désir irrépressible d'agir comme un animal. Ces symptômes, bien que purement psychologiques, alimentent parfois les récits de transformation. La science moderne offre d'autres pistes pour expliquer les légendes des loups-garous. Certaines maladies neurologiques, comme l'hypertrichose, croissance excessive des poils sur le corps, ont pu inspirer des récits de transformation monstrueuses. De plus, les crises de délire ou d'épilepsie, souvent mal comprises dans les siècles passés, étaient interprétées comme les signes de possession ou de métamorphose. La rage, déjà mentionnée, est une autre piste médicale. Une personne infectée par le virus pouvait présenter des symptômes inquiétants, agressivité, salivation excessive et une peur irrationnelle de l'eau, renforçant l'idée qu'elle était devenue une bête. Et dans certaines régions de l'Europe médiévale, l'absorption de substances hallucinogènes, soit à travers des rites magiques, a pu donner l'impression d'une transformation. Ces drogues, souvent utilisées par des sorciers ou des herboristes, contenaient des plantes toxiques comme la belladone ou la jukiam, capables de provoquer des hallucinations intenses. Sous leur influence, les individus pouvaient se croire transformés, ou alors voir d'autres personnes, sous une forme monstrueuse.
Certaines légendes locales parlent de cadavres retrouvés à moitié transformés, corps humains présentant des traits animaux, comme des griffes ou une fourrure, bien qu'aucune preuve concrète ne corrobore ces récits. Ils continuent d'alimenter l'imaginaire collectif. En effet, il n'y a aucune photo, vidéo ou autre chose qui atteste de ces fameux témoignages. La question de l'existence des loups-garous dépasse souvent la simple réalité physique. Ces créatures sont des symboles puissants. Elles incarnent la lutte entre la civilisation et la sauvagerie, entre la rationalité humaine et les instincts animaux. Dans un monde où la science tente de tout expliquer, le loup-garou reste une manifestation de l'inexplicable, un rappel des zones d'ombre de la psyché humaine. Pour certains, le loup-garou représente les peurs sociales. Il personnifie l'étranger, l'anormal ou le marginal. Dans des périodes de crise, ces figures sont souvent utilisées pour désigner un ennemi commun, une menace à éliminer pour préserver l'ordre. Au fil des siècles, les loups-garous ont également trouvé une place durable dans la littérature, le cinéma et la culture populaire. Ces œuvres, bien que fictives, jouent un rôle crucial dans la préservation et la réinvention du mythe, maintenant en vie l'idée que peut-être les loups-garous existent quelque part. Même dans le monde contemporain, les récits de loups-garous continuent d'émerger, bien que souvent sous des formes nouvelles ou inspirées par la culture populaire. Nous allons maintenant parler du fameux Dogman. Tout a commencé aux États-Unis. Des témoignages de créatures appelées Dogman, littéralement homme-chien, rappellent les histoires de loups-garous. Ces créatures décrites comme des humanoïdes à tête de loup ou de chien auraient été aperçues dans des régions comme le Wisconsin ou le Michigan, bien qu'aucune preuve tangible n'ait été trouvée. Les récits de témoins oculaires continuent d'alimenter des enquêtes paranormales. Les Dogmen sont souvent décrits comme des créatures imposantes, mesurant entre 1,80 m et 2,40 m lorsqu'elles se tiennent debout sur la patte arrière. Leur corps est musclé, recouvert d'une fourrure épaisse, généralement noire ou grisâtre, tandis que leur tête ressemble à celle d'un chien ou d'un loup, avec des yeux brillants, une mâchoire puissante et des oreilles pointues. Contrairement aux loups-garous, qui sont traditionnellement associés à la transformation humaine, les Dogmen sont perçus comme des créatures permanentes, existant dans leur forme hybride en tout temps. Ils sont souvent décrits comme capables de se déplacer à quatre pattes ou debout, leur posture bipède accentuant leur ressemblance avec les humains. Leur comportement varie, certains témoignages les décrivent comme curieux mais inoffensifs, que d'autres les présentent comme agressifs et menaçants. Le phénomène des Dogman a été popularisé par plusieurs récits marquants, dont celui du Michigan Dogman, créature qui aurait été aperçue pour la première fois en 1887 dans le comté de Wexford, dans le Michigan. Selon les rapports, deux bûcherons auraient aperçu une créature semblable à un loup, mais se tenant debout comme un homme. Depuis lors, des centaines de témoignages similaires ont été signalés dans la région. Légende urbaine ? Ou tout simplement, tout ceci serait-il lié à une chanson qui aurait pu influencer des témoignages ? Nous allons le voir tout de suite. L'un des événements les plus célèbres est lié à une chanson de radio intitulée The Legend, diffusée en 1987 par Steve Cook, un animateur de radio local. Cette chanson, inspirée par les récits de Michigan Dogman, a relancé l'intérêt pour ces créatures. Bien qu'initialement conçue comme une histoire fictive, elle a incité de nombreuses personnes à partager leur propre expérience, relevant un nombre surprenant de témoignages concordants. D'autres zones notables incluent le Bray Road dans le Wisconsin, où une créature connue sous le nom de Beast of the Bray Road a été vue à plusieurs reprises. Ce dogman particulier a été décrit comme chassant du bétail et effrayant les automobilistes, ajoutant une aura sinistre à sa réputation. L'existence des dogmans divise les chercheurs, les cryptozoologues et les sceptiques. Plusieurs hypothèses ont été avancées pour expliquer les observations. Cryptides, selon les cryptozoologues, les dogmans pourraient être des créatures inconnues de la science, des descendants d'une espèce canine préhistorique ou une branche évolutive distincte des loups. Paranormal, certains pensent que les dogmans pourraient être des entités surnaturelles, peut-être liées à des dimensions parallèles ou à des malédictions anciennes. Cette théorie s'appuie sur les récits
où les dogmanes semblent apparaître ou disparaître mystérieusement. Canulars et erreurs d'identification. Les sceptiques suggèrent que les dogmanes ne sont rien de plus que des canulars, des cas de psychose collective ou des erreurs d'identification, où des loups ou des ours auraient été confondus avec des créatures humanoïdes. Certains anthropologues voient dans les dogmanes une résurgence des peurs primitives liées aux prédateurs, une manifestation moderne des récits de loups-garous ou des projections psychologiques ancrées dans le subconscient collectif. Les loups-garous, créatures mythiques mi-homme mi-loup, ont donc fasciné l'humanité pendant des siècles. De simples légendes folkloriques, ils ont évolué pour devenir des icônes incontournables de la culture pop, cinéma, littérature, jeux vidéo, bande dessinée et même musique. Les loups-garous sont omniprésents et continuent d'évoluer au fil des générations. Nous allons explorer leur parcours dans les différents médias, leur symbolisme et leur impact durable sur l'imaginaire collectif. Le cinéma joue un rôle essentiel dans l'évolution des loups-garous dans la culture populaire. Leur première apparition notable remonte à l'ère du cinéma muet, mais c'est avec Werewolf of London que les bases de leur représentation cinématographique moderne ont été posées. Le film introduit l'idée du scientifique transformé en monstre, une métaphore de la lutte entre la rationalité et des instincts primitifs. Cependant, c'est avec The Wolfman de 1941 que le loup-garou devient une figure majeure de l'horreur classique. Ce film de la Universal, mettant en vedette Lon Chaney, établit des éléments fondamentaux du mythe. La malédiction, transmise par une morsure, la pleine lune étant déclencheur de la transformation, et la tragédie de l'homme prisonnier de sa bête intérieure. Le protagoniste incarne une figure pathétique et profondément humaine, créant une empathie durable pour le personnage du loup-garou. Au fil des décennies, les loups-garous au cinéma ont évolué pour refléter les préoccupations et les goûts des différentes époques. Dans les années 1980, des films comme An American Werewolf in London, Le loup-garou de Londres et The Howling, Hurlement, mêlent horreur et humour noir, tout en introduisant des transformations spectaculaires grâce aux avancées des effets spéciaux. Ces films approfondissent également la psychologie du personnage, explorant les dilemmes moraux et existentiels liés à la transformation. Dans les années 2000, les loups-garous s'intègrent dans des récits fantastiques plus larges, souvent en interaction avec d'autres créatures mythiques. La saga Underworld de 2003 propose une guerre épique entre les vampires et les lycans, tandis que Twilight, en 2008, fait des loups-garous des figures héroïques et protectrices, comme le personnage de Jacob Black. Aujourd'hui, les loups-garous continuent d'être revisités dans des contextes variés, que ce soit dans le thriller horrifique The Cursed de 2021 ou dans des séries comme Teen Wolf, où ils incarnent des adolescents en quête d'identité, mêlant fantastique et drame personnel. Et plus récemment, en 2024, il y a eu le film Wolfman, qui prouve que le mythe du loup-garou inspire toujours l'art. Même si dans ce film, il est plus question d'une maladie, je trouve que c'est très intéressant de l'aborder un petit peu différemment, en utilisant nos peurs sociétales, comme la maladie et le passage du Covid, qui a laissé des traces. Dans la littérature, les loups-garous ont une longue histoire remontant aux récits médiévaux. Les contes européens, comme celui de Bisclaveret, un lait breton écrit par Marie de France au XIIe siècle, explorent déjà la dualité entre humanité et bestialité. Au XIXe siècle, les loups-garous entrent dans le domaine de la fiction gothique et fantastique. Des écrivains comme Sabine Bargin-Gould, auteur de The Book of Werewolves, 1865, collectent des récits folkloriques et explorent les aspects psychologiques et anthropologiques de ces légendes. Le roman Wagner, The Werewolf, 1846, de George W. M. Reynolds, est un autre exemple de cette fascination victorienne pour la lycanthropie. Dans la littérature contemporaine, les loups-garous s'intègrent dans des genres variés, notamment la fantaisie urbaine et la romance paranormale. Des séries comme Mercy Thompson de Patricia Briggs ou Les vampires de Chicago de Chloé Neal mettent en scène des communautés de loups-garous coexistant avec d'autres créatures surnaturelles, tout en explorant des thèmes modernes tels que la loyauté, la marginalisation et l'acceptation de soi. La littérature pour jeunes adultes, en particulier, a vu une explosion d'histoires impliquant des loups-garous, souvent dans le cadre de triangles amoureux ou de quêtes identitaires. Ces récits résonnent auprès des adolescents,
pour qui la transformation physique et émotionnelle du loup-garou symbolise les bouleversements de l'adolescence. Les loups-garous ont également marqué leur empreinte dans l'univers du jeu vidéo et des bandes dessinées, où leur potentiel visuel et narratif est pleinement exploité. Dans les jeux vidéo, des titres comme The Elder Scrolls V, Skyrim, permettent aux joueurs de devenir des loups-garous avec des mécaniques de jeu axées sur la transformation et la puissance brute. Des jeux comme Bloodborne 2015 s'inspirent des mythes lycanthropes pour créer des créatures horrifiques dans un univers gothique. Ces représentations explorent à la fois la fascination pour la bête sauvage et les dilemmes moraux liés à son contrôle. Les bandes dessinées, quant à elles, offrent une grande liberté artistique pour explorer la lycanthropie. Dans les séries comme Fable de Bill Willingham, les loups-garous sont réinterprétés dans des contextes mythiques et modernes. Le personnage de Bigby Wolf, un loup-garou détective, incarne une vision nuancée de la créature, alliant sauvagerie et intelligence. Les loups-garous occupent donc une place unique dans l'imaginaire collectif, car ils incarnent les conflits fondamentaux de l'existence humaine. La lutte entre l'homme et la bête est une métaphore puissante des tensions entre civilité et instinct, raison et émotion, technologie et nature. Dans un monde en constante évolution, les identités sont souvent remises en question, de plus en plus floues, avec nos remises en question quotidiennes et l'évolution. Les loups-garous offrent un miroir de notre propre dilemme intérieur. De plus, leur popularité dans la culture pop reflète des préoccupations sociales et psychologiques spécifiques à chaque époque. Dans les années 80, ils représentaient l'anxiété face aux transformations physiques, comme celles liées aux maladies ou à la puberté. Aujourd'hui, ils incarnent souvent la recherche d'identité et l'acceptation de la différence. Les loups-garous, créatures fascinantes et terrifiantes, ont traversé les âges et les cultures s'adaptant aux évolutions de la société, tout en restant ancrés dans notre imaginaire collectif, que ce soit à travers les anciennes légendes, les procès historiques, ou leur omniprésence dans la culture populaire d'aujourd'hui. Ces êtres hybrides continuent de nourrir notre curiosité et d'alimenter nos peurs et nos fantasmes. En France, il y a 2 chaînes YouTube qui s'occupent vraiment de ces sujets, qu'on y croit ou non. Les chaînes ont du succès. Il s'agit de Loup-garou France et la chaîne Connexion Mystère qui rassemble des milliers de passionnés de cette créature. Même si l'un est plus attaché au loup-garou et l'autre au dogman. Même si la différence est vraiment très infime. Mais la question persiste. Que savons-nous réellement sur ces créatures ? Existe-t-il une vérité derrière ces mythes ? Ou ne sont-ils que des projections de nos peurs les plus profondes ? Et qui sait, peut-être que les loups-garous, avec leur mystère, continuent d'habiter certaines ombres de notre monde, attendant d'être redécouverts. Si cette exploration vous a passionné et que vous souhaitez en savoir encore plus sur les légendes, les mythes et les créatures surnaturelles qui peuplent notre histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Nous avons encore de nombreux mystères à déchiffrer ensemble. Activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, car chaque semaine, nous plongeons plus profondément dans les récits qui font frissonner et fascinent. Je vous invite à aller voir la vidéo d'Amenti qui est dans la description, qui fait vraiment des vidéos très intéressantes sur la disparition et le true crime. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. Quel mythe voudriez-vous qu'on en explore la prochaine fois ? Un autre monstre mythique, une légende oubliée, ou peut-être une créature encore plus mystérieuse que les loups-garous ? Laissez vos commentaires ci-dessous, on est impatient de lire vos suggestions. Et surtout restez curieux et à l'affût, car l'aventure ne fait que commencer. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour une future vidéo au cœur du fantastique.